Bonjour à tous, nous sommes vendredi 24 juin, jour historique pour l'Angleterre sans doute, et aussi jour historique pour Sozetel, puisqu'on reçoit deux personnalités aujourd'hui pour le même prix. Madame Marie-Luce Panchard, maire de Bastère, conseillère régionale, vice-présidente, bonjour. Bonjour. Et plus tard, on recevra Harry Durimel, le leader des Verts Guadeloupe, avec moi aujourd'hui Marie-Jacques du Petit Journal, le dernier numéro est déjà sorti, déjà partout en vente, toujours gratuit. Bonjour Marie. Bonjour. Et bien sûr, on va recevoir aussi avec nous Anaïs qui viendra avec nous pour interroger le leader des Verts. Sinon, l'information aujourd'hui, on va s'arrêter un moment sur l'inauguration par l'ARS de nouveaux bâtiments de lutte antivictorielle. C'est théorisé, Nicolas Hatchi était là, on verra tout à l'heure son reportage. À la fin, c'est la fin de l'Alex Catherine Tour, mais c'est à Paris. Reportage avec Maurice Cessé, destination vacances. Où irez-vous en vacances? La question est posée. Nicolas Hatchi va essayer de répondre tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on parlera de Petit Bout qui a un excédent dans son compte administratif. C'est assez rare pour être signalé dans une municipalité. On en parlera en fin de journal. Voilà, je vous l'ai dit, on va recevoir la vice-présidente de la région, maire de Bastère, Marie-Luce Panchard, très connue, qu'on ne voit pas assez souvent peut-être ici. Bonjour, merci d'être venue. Oui, je viens quand même assez souvent sur Canal 10 avec votre confrère Iblis. Avec confrères, pas aux etc. Alors, on va bien sûr commencer par l'inévitable, puisque vous êtes représentante, vous êtes responsable à la région de la Commission Europe et de la Commission Caraïbes. On va parler de la Caraïbe, puisque vous étiez à Cuba récemment, mais on va parler aussi du Brexit. La nouvelle vous a surpris ? Vous savez, depuis plusieurs jours, on savait que c'était particulièrement difficile. On voyait bien qu'il y avait une volonté des Britanniques de sortir de l'Europe. Mais je pense qu'il faut, au-delà des pronostics, se poser la question, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que je pense que depuis longtemps, l'Europe s'est coupée du citoyen. Et qu'aujourd'hui, effectivement, malgré, souvenez-vous de Maastricht, où beaucoup avaient refusé ce traité, il y a un décalage entre la souveraineté du peuple et les décisions qui sont prises par la Commission, où le citoyen a le sentiment qu'il ne compte plus et que ce sont les technocrates qui décident à la place du politique. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous vivons un moment difficile. C'est un tremblement de terre à la fois... Un tremblement d'Europe même. Un tremblement d'Europe, si vous le dites ainsi. Mais je pense qu'il faut regarder ce qui va se passer au Royaume-Uni. Et puis, il faut que les Européens se ressaisissent très vite. Parce que ça peut donner des idées à d'autres qui veulent sortir de l'Union européenne, surtout que pendant des années, il a été dit que c'était pratiquement impossible. Les Britanniques ont montré que c'était possible. Et on voit tout de suite le Front National en France essayer d'emmener cette question, notamment, et je pense qu'elle va être au cœur du débat de la prochaine présidentielle. Je pense avant de donner la parole à Marie-Jacques, vous êtes triste de ce qui s'est passé, du fait que la Grande-Bretagne quitte l'Europe? Il faut toujours respecter la décision d'un peuple. Parce que lorsqu'on est démocrate, on doit s'incliner devant le choix d'une population. En revanche, je suis très inquiète. Parce que l'Europe, c'était une très belle idée. L'Europe a été construite tout de suite après la guerre. Et on a fait des choses intéressantes sur le plan notamment de la politique agricole commune. C'était pas évident de faire cette politique qui a permis notamment à la France dans ce domaine de progresser. Maintenant, on a vu les limites et l'Europe n'a pas été capable de se construire autour de projets. L'Europe est devenue une machine de directives, de normes qui donnaient le sentiment que c'était un instrument qui empêchait d'avancer. Et puis je pense que le modèle européen n'a pas été suffisamment discuté. On avait l'impression que c'était l'Allemagne qui décidait pour les autres. Et ça ne pouvait pas être accepté par l'ensemble. Et en plus, vous vous trouviez dans des situations contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, vous aviez des hommes politiques qui étaient élus sur un projet. On voit ce qui s'est passé en France. Hollande a été élu sur un projet dont on savait pertinemment par rapport à l'Europe qu'il n'était pas possible de le mettre en place. On voit le résultat. On a vu ce qui s'est passé en Grèce. On a vu ce qui se passe en Espagne avec la montée de Podemos. Donc tout ça montre qu'effectivement il y a un problème au niveau de ce qu'on n'a pas su construire, c'est-à-dire une Europe politique. Et souvenez-vous,
quelqu'un l'avait dit il y a très longtemps, en disant on a peut-être réussi l'Europe économique, même si on n'est pas allé suffisamment loin, on n'a pas été capable de se mettre ensemble pour avoir une forme d'harmonisation de notre fiscalité, mais Valéry Giscard d'Estaing avait posé la question effectivement de l'Europe politique et d'un président de l'Europe pour donner une légitimité. Est-ce que c'était la bonne solution? Mais en tout cas, il avait eu, je dirais, le courage de poser cette question qui a toujours fait défaut dans la construction européenne. Et on a toujours voulu trouver un compromis, mais en fait, de compromis en compromis, on est arrivé à une Europe qui était illisible pour le citoyen, et ça s'est traduit bien évidemment avec la montée des extrémismes en France, en Europe, et le résultat avec les Britanniques qui ont toujours été sceptiques, il faut le savoir, dans la construction de l'Europe. Ils ont toujours été très sceptiques. Souvenez-vous des grands débats de Margaret Thatcher qui demandait des comptes déjà. Donc il aurait fallu, je pense, être beaucoup plus prudent, mais il y avait peut-être un peu trop d'arrogance de se dire que jamais quelqu'un n'oserait sortir de l'Europe et que c'est l'Europe qui s'imposait à tous. Le peuple est toujours souverain. Marie. Je pense que vous avez bien fait le tour de la question sur l'Europe. Je voudrais partir sur le nouveau département français qui est Mayotte, pour lequel vous avez apporté votre soutien sur la départementalisation. Et je voulais savoir votre regard que vous portez en ce moment sur la crise à Mayotte, et est-ce que c'était prévisible ? Moi, j'ai senti venir cette crise parce qu'on a voulu faire cette départementalisation trop vite. Et souvenez-vous, lorsque nous avions porté le pacte de la départementalisation, nous avions dit qu'il fallait au moins 25 ans. De toute évidence, je pense que ce n'était pas forcément le meilleur statut pour ce territoire, qui a une histoire particulière, qui a une culture très diversifiée, mais c'était le choix des Mahorais. Et la France avait pris des engagements très forts. Depuis Giscard d'Estaing, en passant par Jacques Chirac, François Mitterrand, et le président Sarkozy n'a fait qu'une seule chose, faire respecter la parole de la France. Parce qu'il y avait eu plusieurs référendums qui avaient été organisés pour permettre à Mayotte de devenir un département. Donc je pense qu'effectivement, il y a la question de la parole publique, la parole de la République qu'il faut faire respecter. C'était peut-être aux Mahorais de dire... ce n'est pas forcément le bon statut pour nous. En tout état de cause, nous avons voulu respecter leur choix. Mais lorsque nous avons été au bout du processus, nous avons toujours dit qu'ils ne pouvaient pas passer d'un statut de commune, département, collectivité, comme ça. Et que forcément, il fallait des étapes, notamment pour préserver le tissu économique qui était fragile. Et puis il y avait une culture. Les gens à Mayotte n'avaient pas l'habitude d'être imposés, ne savaient pas ce que c'était qu'une taxe d'habitation, il n'y a pas d'adressage, il y avait tellement de choses en retard. Et c'est la raison pour laquelle c'est encore le gouvernement qui construisait des lycées, puisqu'il n'avait pas pris la compétence. Donc pour des raisons purement électoralistes, au moment où il y a eu la campagne de 2012, le président Hollande, qui était candidat, avait dit « nous on le fera immédiatement ». Et là, une fois de plus, c'est un mensonge dans le programme de François Hollande, puisque la réalité fait qu'ils sont dans l'impossibilité de mettre en place cette départementalisation. Donc il y a une incompréhension. Donc ce qui se passe à Mayotte, c'est un peu ce qui se passe, mais de façon plus violente à Mayotte, mais dans l'ensemble de nos régions françaises. Vous ne croyez pas à l'égalité réelle, la loi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Je voudrais qu'on m'explique en économie qu'est-ce qu'on entend par l'égalité réelle. Parce que les lois de marché font qu'il y a toujours de la concurrence. Ce qu'il faut par contre garantir quand on est un État, c'est une bonne répartition des richesses. Ouais. On ne peut pas aller contre un système, sauf à vouloir sortir de l'économie de marché. Mais on le dit. Et on a vu qu'il y a eu d'autres systèmes qui n'ont pas fonctionné dans le monde. Donc me parler de l'égalité économique, je ne vois pas très bien derrière des mots, mais je sais que c'est le poids des mots pour frapper l'opinion. C'est pour frapper l'opinion. Mais est-ce que ça va régler nos problèmes? Qu'est-ce que ça va apporter concrètement à la question du chômage, à la question des transports, à la question du quotidien des gens? Rien du tout. Mais on se fait plaisir peut-être intellectuellement. Alors moi je vais vous dire, il y a deux catégories d'élus. Il y a des diseurs et des faiseurs. Moi, je préfère faire partie de ceux qui font, plutôt de ceux qui parlent
qui se font plaisir intellectuellement, mais au bout du compte, ça n'aboutit à rien. Moi, je suis d'accord avec tout ça. C'est très bien qu'on puisse abolir, qu'on puisse nettoyer certains textes qui peuvent, sur notre identité, nous choquer. Je suis d'accord avec ça. Mais à côté de ça, il faut faire l'essentiel. L'essentiel, c'est par exemple une erreur, mais magistrale, qui peut tuer l'économie de la Guadeloupe. C'est la question du RGEC, le règlement général d'exception par catégorie, que nous avons accepté. Nous avons accepté d'adosser l'octroi de mer, ce qui fait que demain, on peut demander à des entreprises de rembourser une partie des aides. Nous n'aurions jamais dû accepter cela. Nous aurions dû mobiliser toutes nos forces, parce qu'en plus, l'Europe nous reconnaît nos spécificités au travers du 349 du traité. Donc il fallait un règlement spécifique pour nos régions ultrapériphériques. Ce que nous essayons de faire, puisque il y a 15 jours, j'étais à Paris avec l'ensemble des autres régions de l'outre-mer pour défendre cette position, pour que lorsque nous serons à Madère pour la conférence des régions ultrapériphériques, nous disions à la Commission, non, ça suffit, il y a un traité qui reconnaît effectivement que nous pouvons être dans l'ensemble français, nous pouvons être dans l'Europe, tout en ayant un certain nombre de dispositions particulières. Marie, deuxième question. Julien, sur le rôle que vous avez sur la coopération dans la Caraïbe, sur lequel vous avez été missionné, notamment votre visite à Cuba, je voudrais savoir, pour une première approche, sur quel projet, sur quelle orientation vous portez, le tourisme, le développement durable. Voilà, je voudrais savoir qu'est-ce que ça a apporté et sur quel projet vous allez travailler, vous en tant que région Guadeloupe. Pour l'instant, je crois qu'il faut qu'on puisse définir une politique de coopération. Pour moi, elle n'existe pas. On a fait de la coopération en fonction des opportunités. Et je pense que ce n'est pas de bonne gestion. Il faut vraiment que nous puissions définir qu'est-ce que nous voulons faire avec nos partenaires de la Caraïbe. Ça, c'est la première chose. Parce qu'on ne peut pas tout faire avec eux. Pour des raisons statutaires, parce que, en matière notamment de fiscalité, dans certains secteurs économiques, je pense qu'on va s'épuiser. En revanche, dans des domaines comme celui du développement durable, des énergies renouvelables, de la géothermie, nous sommes déjà 4 ou 5 territoires concernés par cette question. Nous avons un vrai savoir-faire. Nous avons la possibilité d'être dans un échange d'expériences et nous pouvons mutualiser nos forces pour que nous soyons dans une relation gagnant-gagnant, notamment avec le pôle de Bouillante. Voilà un projet sur lequel on peut faire de la coopération intelligente avec des retombées économiques pour notre territoire. Nous pouvons l'imaginer notamment dans le secteur du tourisme, même si effectivement il y a plusieurs groupes de travail qui sont mis au niveau de l'AEC parce que nous savons tous qu'il y a un frein au niveau du déplacement de nos populations à cause du problème des dessertes aériennes et dessertes maritimes, mais dans l'idée qui est celle aujourd'hui de l'AEC, d'aller vers une certification avec des normes pour que nous puissions avoir un classement des territoires touristiques. Ça permet d'aller vers une multidestination. Et vous avez aujourd'hui des territoires comme Saint-Domingue, comme Saint-Kitts, qui se disent effectivement on peut concevoir des projets dans ce domaine. Donc là je dis le tourisme, il y a quelque chose à faire, mais pas le même tourisme, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons sur un tourisme de qualité, un tourisme de Made in France avec tout notre savoir, puisque sur le plan culinaire il y a des choses qu'on peut apporter, dont on sait que les touristes recherchent cette culture française qui offre une qualité. Donc c'est ça qu'il faut développer et pas essayer de se mettre en compétition. Il faut chercher la complémentarité avec la Caraïbe. Mais pour ça, ça nécessite d'avoir des relations de confiance et pas d'emblée de se dire si on établit ces relations avec eux, il faut immédiatement qu'on ait des retombées. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie l'histoire, que pendant longtemps on a tourné le dos à la Caraïbe, qu'on ne les a pas vraiment considérés comme des cousins faisant partie de même ensemble. C'est aujourd'hui, parce qu'on a une vraie question économique, qu'on se tourne vers la Caraïbe, parce qu'on a pensé qu'on pouvait avoir notre développement qu'avec l'Europe. Justement, je vais rebondir là-dessus, c'est comment est perçue la France par le biais de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane,
comment perçoivent le reste de la Caraïbe? Est-ce que vous êtes les bienvenus ou est-ce qu'ils sont très méfiants? Non, je crois que nous sommes les bienvenus. Je vais vous expliquer pourquoi. Et à plusieurs reprises, le président Raúl Castro, dans son intervention, a insisté fortement pour que la France reste en tant que membre associé de l'AEC. Parce que du fait que la France y est, au titre de nos territoires, et qu'aujourd'hui, petit à petit, la Martinique est devenue en tant que collectivité, la Guadeloupe l'est, Saint-Martin est devenu aussi membre associé. Demain se pose la question de la France au sein de l'AEC et le président a demandé que la France reste en tant qu'observateur, ce qui prouve bien que les pays de la Caraïbe ont besoin de s'appuyer sur l'Europe, parce que l'Europe apporte un certain nombre de garanties, notamment sur les questions des droits de l'homme, notamment sur des questions du développement durable, parce que dans les pays de la Caraïbe, nous souffrons du réchauffement climatique, et vous avez autour des pays de la Caraïbe des pays en voie de développement qui ne respectent pas forcément, Brésil, par exemple, qui ne respectent pas certaines règles sur lesquelles nous avons beaucoup avancé en Europe et qui contribuent à affaiblir, même à anéantir le développement de ces îles de la Caraïbe du fait du réchauffement climatique. Il y a eu un débat très long sur ces questions. On a besoin, la Caraïbe a besoin de l'apport européen et de l'apport français sur ces questions-là. Donc je n'ai pas senti d'hostilité, j'ai senti vraiment une volonté de faire en sorte que la France et que nous, territoires qui représentons la France, nous soyons des acteurs très actifs de la construction de ce grand marché caribéen. Marie-Louise Manciard, personnellement, en tant que régional, vice-président de la région Guadeloupe, vous vous êtes senti comment avec tous ces chefs d'État? Finalement, la tête n'a pas un petit peu enflé, savoir là, je suis avec des chefs d'État, finalement. Non, vous savez, je ne me l'ai jamais impressionné. Vous avez été ministre. J'ai été ministre et j'ai toujours considéré qu'il faut rester soi-même et faire preuve d'humilité. Oui. C'est vrai qu'il y avait un protocole d'un rang de chef d'État. Vous étiez comme un chef d'État. J'étais comme un chef d'État, avec tout ce que ça génère. C'était pas toujours très agréable parce que j'aurais aimé avoir un peu plus de liberté pour aller retrouver la Havane, parce que ça fait 5 fois que je vais à Cuba. J'aimerais, ça n'a pas été possible, mais je me suis prêtée au jeu parce que j'étais venue effectivement pour participer à ce sommet. Donc j'ai respecté les règles de ce pays. Je crois que c'est une des premières choses à faire. Ne pas vouloir imposer son mode de fonctionnement à un pays qui vous accueille. Donc je me suis soumise aux règles protocolaires. Ça s'est plutôt bien passé. Nous avons été très bien reçus. Mais en même temps, il y avait un protocole qui était très, très important. Mais en même temps, il y avait une très grande liberté de parole. Il n'y avait pas de la part des Cubains de vouloir considérer qu'il y a des grands États et des petits. Oui. Alors que la Caraïbe, vous savez, est composée d'îles et en même temps, vous avez certes... La Grande Caraïbe. Vous avez le Mexique et puis vous avez eu l'intervention de Maduro, la Colombie, surtout au moment où les États de la Caraïbe, certains États qui font partie de l'Amérique ont fait une déclaration mettant en cause les États-Unis mettant en cause effectivement le mode de fonctionnement de la Colombie. Donc il y a eu un discours très fort, très politique. Mais pour autant, tout le monde a eu le même temps de parole et a eu le temps de s'exprimer et il n'y avait pas cette différence. Je n'ai pas senti cette différence. Et je parlais, il y avait le Premier ministre des Pays-Bas qui était présent parce qu'effectivement il y a certains pays associés aux Pays-Bas qui étaient là et c'était un échange à bâton rompu et d'ailleurs ça m'a obligé à retrouver un peu mon espagnol et mon anglais, donc ça m'a fait un peu de bien. Alors, une question. Sur le plan touristique, on avait récemment, vous avez reçu les représentants cubains qui sont ici. Vous savez que Cuba, sur le plan touristique, on peut le dire, c'est le monstre aujourd'hui. Hein. Quand je dis ça, c'est avec des guillemets, sans esprit péjoratif. Est-ce que, quand même, les Cubains sont conscients que la facilité qu'ils ont aujourd'hui de s'entretenir avec les États-Unis, l'ouverture, va un petit peu déséquilibrer le marché touristique régional? Vous savez, certes, on parle beaucoup de l'ouverture de Cuba, mais quand vous allez à Cuba, cette ouverture va se faire de manière progressive. Hein. C'est clair. Donc il faut que je crois que nous soyons modérés dans nos propos. Il faut relativiser entre la perception que nous avons parce que Obama est venu à Cuba et qu'il y a eu un réchauffement des relations diplomatiques. Les choses ne vont pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne nos relations touristiques, j'ai découvert, après avoir échangé avec le Premier ministre, le ministre, en
en charge des affaires étrangères qui m'a conseillé de me rapprocher effectivement d'une ville comme Santiago. Il y a beaucoup d'échanges possibles avec cette ville qui est plus tournée vers les entre guillemets petits États de la Caraïbe, alors que la Havane est plus tournée vers le Mexique, vers Miami. Donc, sur les questions notamment qui concernent le carnaval, ils sont très, comment dirais-je, demandeurs d'un échange de notre savoir-faire, puisque sur le carnaval, nous avons beaucoup progressé et ça peut être un axe de développement de notre activité touristique. Donc, la délégation qui est venue avec l'ambassadeur de Cuba en France a vraiment travaillé sur ces questions culturelles, mais ces questions touristiques, et c'est la raison pour laquelle ils ont été visiter l'île des Saintes, parce que les îles des Saintes offrent un paysage, offrent quelque chose sur le plan touristique qu'ils n'ont pas du tout à Cuba. Parce que Cuba, il faut se dire les choses, Cuba à tout, c'est la perle des Caraïbes sur le plan patrimonial, sur le plan touristique, sur le plan balnéaire. On a les plus belles plages, peut-être les plus beaux paysages, mais la baie de Terre de Haut peut offrir quelque chose qui peut être dans ce complément qu'ils souhaitent construire et dans les échanges qu'ils souhaitent avoir. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire et pas essayer de mettre en balance ce que nous ne pouvons pas obtenir parce que par leur positionnement géographique et puis du fait de la qualité de leur territoire, ils ont, je dirais, sur ce plan, des choses mieux que la Guadeloupe. Voilà. Marie. Dernière question sur votre déplacement et coopération France-Cuba. Juste, je reviens sur une anecdote concernant votre confrère de Martinique. Monsieur Alfred Jeanne-Marie, qui Marie-Jeanne, pardon, qui a évoqué la réparation et l'indemnisation et qui suggère de changer le terme et plutôt parler d'aide au développement. Vous-même, en tant que Guadeloupéenne ou Française, vous êtes-vous sentie de son côté ou un peu gênée par ses propos ? Vous savez, chacun est libre de sa parole. Vous connaissez la personnalité d'Alfred Marie-Jeanne, donc ça ne m'a pas étonné sa position au niveau de l'AEC. Sur un sujet comme celui-là, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un débat, où j'ai senti que tout le monde ne partageait pas forcément cette même analyse, je pense que j'aurais pas tenu de tels propos, j'aurais été beaucoup plus pondérée parce que la question de la réparation peut renvoyer des choses très compliquées. Et d'ailleurs, le débat qu'on a eu sur le changement climatique était lié à ça, parce qu'en même temps, ils avaient obtenu le principe de la réparation sur laquelle la France a demandé qu'on puisse respecter les engagements qu'elle avait pris à ce titre. C'est ça qui a généré le débat sur le changement climatique, parce que du coup on a été dans la réparation du changement climatique. Ouais. Et donc au niveau du sommet, on a senti la difficulté, alors que c'est plus compliqué. Et ça a crispé complètement les relations entre le Mexique, comment dirais-je, et le Guatemala face à la Colombie, où on a vu un axe entre la Colombie et le Nicaragua. Et ce n'était pas forcément très bien pour le sommet, et je trouve que le président Castro a bien manœuvré pour rétablir une certaine sérénité et éviter qu'on soit dans, je dirais, une séparation des points de vue. C'est pour ça qu'il faut faire attention à certains sujets qui peuvent générer derrière ce que j'appelle un comportement qui vise à obtenir exactement la même chose. Donc, la France a fait le choix de laisser les historiens travailler sur le sujet. Je pense qu'il vaut mieux, et après, on peut regarder ces questions. Parce que ce dont nous sommes un peuple de métissage, la question de réparation, elle peut être violente pour tout le monde. Pour d'autres, elle se comprend, mais pour d'autres, comment ceux qui sont nés du métissage, d'un père blanc et d'une mère issue d'une famille d'esclaves va demander qu'une partie de sa famille répare une autre partie. Donc ce sont des sujets, ça se pose pas tout à fait comme ça. Mais c'est pas une réparation financière, on demande un chèque parce que mon Monsieur, mais parle de réparation morale. Oui, moi j'aimerais qu'on me dise derrière les mots.
quand on vient aider, je pense que quand on est dans le développement, oui, c'est ça qui est important. Mais derrière, il y a aussi quelque part certains qui imaginent une réparation financière et une compensation. Oui. Moi, je dis que je ne veux pas être dans ce schéma-là. Je suis pour la solidarité. Parce que nous sommes dans un ensemble français, nous avons droit à une solidarité, nous avons droit à l'aide de l'État qui est là en termes de meilleure répartition des richesses, de rétablir un équilibre pour qu'il y ait un développement harmonieux de tous les territoires, quelle que soit leur histoire. Et que ce n'est pas l'histoire qui doit déterminer la politique économique. Elle peut, à un moment donné, effectivement y contribuer, mais on ne doit pas chaque fois mettre en avant cette question-là pour dire qu'il faut un développement, je dirais, avec des appuis plus importants. Le développement, il doit se faire parce qu'on doit régler la question du chômage et que tout le monde ne peut pas accepter. Si on était dans la même situation dans le nord de la France avec un taux de chômage de 50% des jeunes, j'aurais pas été chercher l'histoire du nord de la France pour me dire qu'il faut que je puisse agir dans le domaine du chômage. Donc, je crois qu'il faut mettre chaque chose là où il faut et pas essayer d'avancer à pas feutrer. Voilà. Alors, et susciter des sujets qui peuvent diviser. Au contraire, il faut rassembler toujours un peuple autour des valeurs et des principes, parce que le fondement de la République, c'est de partager, je dirais, des valeurs ensemble. Si on ne partage pas des valeurs républicaines, on ne peut pas construire un pays. Voilà, il nous reste 2 minutes à peine, donc il va falloir répondre très rapidement. Quel va être l'agenda de la région sur la Caraïbe, puisque je pense à l'OCS, il doit avoir une réunion. Vous savez que la Martinique a adhéré il y a déjà 2 ans, la Guadeloupe n'avait pas adhéré à l'époque. Est-ce que vous pensez conduire la Guadeloupe à l'OCS ? C'est notre démarche, notre prochaine démarche, ça va être celle-là. Donc je serai amenée vraisemblablement à me déplacer pour aller à Sainte-Lucie, s'il le faut. On va voir dans quelle mesure, parce qu'on peut régler par visioconférence beaucoup de choses. Donc je ne suis pas là pour faire des déplacements pour des déplacements. Mais je pense que c'est une priorité pour la Guadeloupe d'adhérer à l'OSCE. Parce que c'est le bon niveau où effectivement nous pouvons construire cette coopération, notamment dans un domaine, comme je viens de dire, qui est celui des énergies renouvelables, parce que les partenaires, les États qui font partie de l'OSCE ont beaucoup de points communs avec nos territoires, aussi bien la Guadeloupe et la Martinique, et donc je pense que ça peut être un axe dont nous pourrons faire de la coopération qui va se traduire par un résultat très concret, parce que beaucoup pensent que la coopération, quand on parle, ce sont de relations entre bon voisinage et que c'est une manière un peu de s'apprécier, de se découvrir et qu'il y a une part touristique dans nos déplacements. Non, il faut qu'on montre que la coopération, c'est quelque chose d'utile et c'est quelque chose qui a sa place dans le développement futur de la Guadeloupe. Dernière question et on vous lâche. Mardi et mercredi, ça va être chaud à la région ? Je pense que les échanges doivent être des échanges de vérité. En tout cas, ça moi... Ça ne partira pas, comme la dernière fois, en nom d'oiseau. Moi, je ne souhaite pas participer à ceux ne sera pas là. Il a dit qu'il ne sera pas là. Bon, je pense que peut-être ça peut apaiser le débat. En tout cas, il aurait pu venir. Oui. Ce que les Guadeloupéens attendent, c'est ce devoir que nous avons vis-à-vis d'eux, d'explication, pour comprendre quelle va être la marge de manœuvre de la collectivité régionale par rapport aux grands projets qui sont là. Elle est pauvre quoi en ce moment, la région, c'est le dernier mot. Elle a de quoi quand même tenir la route pour les 6 ans ? Écoutez, je ne vais pas dévoiler le discours du président. Ce que je veux dire, c'est que, de toute évidence, nous ne sommes pas venus en responsabilité pour rester statiques. Oui. Il faut qu'on trouve les voies et moyens pour effectivement régler un certain nombre de questions qui ont été posées par les Guadeloupéens et mettre en œuvre le programme sur lequel nous avons été élus. Voilà, Marie-Lise Manchard, merci d'être venue au ZCL. On va continuer tout de suite, tout à l'heure, avec Harry Durimel, qui est déjà là. Pour l'heure, il est 13h01. On prend une page de pub et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce ZCL, développer l'information et recevoir notre deuxième invité. À très bientôt. Merci beaucoup. De toute façon, on va vous suivre sur ce qui concerne la Caraïbe, parce que c'est un dossier apparemment que vous avez à cœur. Merci beaucoup. Voilà.